Alors aujourd'hui, on va reprendre le cours d'intégration et on va s'occuper de la transformée de Fourier. Alors avant de commencer, je voudrais préciser que vous pourrez accéder à ces slides et au LaTeX dans la description. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je vais faire régulièrement parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes de pouvoir reprendre ces présentations. Les transformées de Fourier, c'est un chapitre qui est peut-être délicat pour la plupart des candidats, mais à mon avis, il est délicat pour deux raisons. D'une part, déjà, il y a des nombres complexes, des fonctions avec des nombres complexes, et du coup, c'est un petit peu difficile de se les représenter. Et la deuxième raison, c'est que c'est un chapitre qui est construit, en fait, sur tous les autres chapitres d'analyse. Ce que je veux dire, c'est que quand vous travaillez sur transformée de Fourier, voilà, il y a les espèces LP, L1, L2, il y a les théorèmes de convergence, les théorèmes sur les intégrales à paramètres. Vous pouvez avoir éventuellement des résultats d'analyse complexe ou d'équations différentielles. Et donc la transformée de Fourier, c'est vraiment un domaine qui est à la croisée des différents chapitres d'analyse. Et donc par conséquent, c'est quelque chose qui tombe très souvent à l'écrit parce que ça permet de poser des questions sur tous les chapitres quasiment d'analyse. Donc, vous ne pouvez pas faire l'impasse avant les écrits. Bon, si vous avez déjà passé les écrits et que vous avez esquivé les transformées de Fourier, théoriquement, vous pouvez faire l'impasse, mais je pense que ce n'est pas forcément une très bonne idée parce que, en fait, vous pouvez avoir la transformée de Fourier avec à peu près n'importe quel chapitre. Je sais que, par exemple, il y a un candidat qui est tombé sur série de Fourier, transformée de Fourier. Bon, j'imagine que vous n'aurez pas transformée de Fourier intégrale à paramètres, mais néanmoins, ça, quand même, ce n'est pas une impasse très intéressante à faire, à moins que vous soyez vraiment bon partout, sauf sur les transformées de Fourier. Et donc, on va commencer. Alors là, on va juste s'occuper du cas facile, c'est-à-dire quand f est L1, et on fera une vidéo supplémentaire pour le cas un petit peu plus délicat quand f est dans L2. Donc voici la définition de la transformée de Fourier. Donc où en fait on a zeta, ce sera donc la variable de f chapeau, et ici le point désigne un produit scalaire. Bon, déjà, en général, on va juste s'occuper de fonctions à valeur dans C, mais à support dans R. Donc très souvent, dans 95% des cas, D égale 1. Et par conséquent, ici, le x zeta va être juste une multiplication x fois xi. Donc ici, il faut bien voir que cette variable est réelle et cette variable est réelle. Et donc, du coup, cet exponentiel, en fait, ça va être l'exponentiel d'un imaginaire pur. Et donc, ça va être un nombre de module 1. Donc, si f est L1, il n'y a absolument aucun problème pour définir cette intégrale, plus que, voilà, cette fonction va être clairement L1. Par ailleurs, en appliquant le théorème de continuité sur le signe somme, on voit immédiatement que cette fonction f chapeau va être une fonction continue. Et alors là c'est un peu plus délicat, et d'ailleurs je vais bientôt proposer un dev qui va le montrer. On a aussi le fait que quand zeta va tendre vers plus l'infini ou moins l'infini, f chapeau va tendre vers 0. Donc c'est ça qu'on entend par C0, avec le 0 qui est en bas, avec les fonctions continues qui tendent vers 0 en l'infini. Une chose importante ici, c'est que vous avez une constante de pi. Et alors parfois, dans certains bouquins, le de pi n'y sera pas, et ou peut-être qu'on n'aura pas le de pi, mais on aura à 1 sur racine de pi. Et du coup, malheureusement, dans la littérature, il y a plusieurs conventions qui mènent à des formules légèrement différentes. Alors, on peut toujours passer d'une formule à une autre en faisant un changement de variable. Donc là, par exemple, on poserait juste z est égal à 2pi zeta. Mais cependant, faites bien attention, donc en particulier quand vous avez une épreuve d'écrit, de savoir quelle convention utiliser, à ce moment-là de voir quelles formules afférentes vont être nécessaires pour votre épreuve d'écrit. Alors, quelques petits exemples de propriétés. Donc là, le point moins A, ça veut dire que c'est simplement la translatée de f, c'est-à-dire on prend au lieu de prendre f de x,
on prend la fonction f de x moins a, et là, en utilisant la définition et un changement de variable, on voit immédiatement que on peut trouver la formule qui donne f chapeau de la translatée, c'est donné par ceci. Ça se montre en utilisant le théorème de changement de variable, puisqu'en fait, la translation va être un diffeomorphisme, et comme f va être L1, il n'y aura aucun problème pour appliquer le théorème de changement de variable et obtenir cette formule-là, que je vous laisse en exercice. De même, il y a une formule de dilatation, donc si lambda est différent de 0, et donc f lambda point, ça va être la fonction qui a x associé f lambda x à la place de f de x, et si maintenant on calcule la transformée de Fourier de cette fonction-là, eh bien on peut trouver cette formule qui de même se montre par changement de variable. Alors un petit peu plus délicat, la formule avec le produit de convolution. D'abord je vous rappelle donc le produit de convolution est défini comme ceci. Alors f étoile g de x va être égal à ceci quand f et g sont L1. Et à ce moment-là, cette fonction f étoile g va être définie presque partout et va être aussi L1. Donc ça, on avait déjà fait la démonstration dans le chapitre, dans la vidéo sur Fubini, donc je ne la refais pas. Et par ailleurs, on peut montrer que f étoile g en norme 1 va être plus petit que la norme L1 de f multipliée par la norme L1 de g. Et en fait, en utilisant donc, ce résultat-là, on peut montrer que la transformée de Fourier de f étoile g va être donc f chapeau fois g chapeau. Donc là, le point, c'est juste la multiplication. Alors, comment on montre ça? Bien simplement, f étoile g, ça va être une fonction L1, donc on peut définir sa transformée de Fourier. Et comme on l'a dit, donc ça va être f étoile, alors on reprend la formule, ça va être f étoile g de x multiplié par exponentielle de moins 2i pi x zeta. Là déjà, si je prends le module de ça, je vais me retrouver avec f étoile de g de x, puisqu'on a dit que le module de ça faisait 1. Et donc clairement, cette intégrale va être bien définie, puisque f étoile g est là. Et du coup, en fait, je vais pouvoir utiliser le théorème de Fubini, à savoir que f étoile g, je vais l'écrire comme cette intégrale ci. Et donc là, on commence par intégrer suivant t, et ensuite on intègre suivant x. Et donc les hypothèses de Fubini vont pouvoir être vérifiées parce que on a cette majoration. Et donc on va pouvoir commencer à intégrer suivant x. Donc ici, on va commencer à intégrer suivant x, et ensuite on va intégrer suivant t, et ça va nous permettre d'aboutir à cette formule-ci. Donc ça, je vais le démontrer en détail donc, dans le développement que je vais bientôt proposer sur les propriétés élémentaires de la transformée de Fourier. Ce sera un développement assez accessible qui complétera très bien la vidéo de 10 sur 20 que j'avais faite sur la transformée de Fourier. Alors, deux autres propriétés qu'il faut savoir montrer. Si f était là et x et fils était là, alors f chapeau va être dérivable. Et en fait, la dérivée de f chapeau, ça va être donné par cette formule-là. Alors, comment on fait pour montrer ça? Simplement, on va utiliser le théorème de dérivation sous le signe somme. Donc, reprenons notre f chapeau. Alors là, comme... bon, c'est clair déjà que cette fonction va être L1. Et maintenant, si je regarde la dérivée partielle par rapport à zeta, je vois qu'il y a 2i pi x qui va apparaître. Et ça tombe bien parce que xf de x va être une fonction L1. Et donc, du coup, je vais pouvoir majorer ceci indépendamment de zeta et appliquer le théorème de dérivation sous le signe somme et m'apercevoir que la dérivée de f chapeau, eh bien, ça va être exactement la formule donnée, c'est-à-dire ceci. Alors maintenant, il y a donc la propriété symétrique, c'est que si f est C1 et que f' est L1, donc avec f est L1, bien sûr, on part toujours du principe que f est L1 dans tous les exemples.
À ce moment-là, en fait, on peut définir la transformée de Fourier de f' et ça va être donné par cette formule-là. Alors, petite remarque au passage ici, si f' est là, bon, je peux faire l'intégrale entre x, y de f', et donc ça va me donner f de x moins f de y. Et du coup, quand plus que f' est là, quand x, y vont tendre vers plus l'infini, avec x, y réel, ça va me dire que, en fait, f de t, quand t tend vers plus l'infini, satisfait une propriété de Cauchy. D'accord? Et donc, du coup, ça veut dire que f de t, quand t tend vers plus l'infini, va être convergente. Et par conséquent, donc forcément, f de t va tendre en plus l'infini vers 0, sinon f ne serait pas L1. Alors pourquoi en fait on a besoin de ça? Eh bien parce que pour montrer ceci, il va falloir faire une intégration par partie en fait. Donc on va faire une intégration par partie, ici on a f', et du coup, le f', on va l'intégrer, ça va donner f. On va dériver cette fonction-là, et donc ça va nous donner ceci multiplié par moins 2i pi zeta. Et ici, attention, on est sur l'intervalle non borné, donc pour pouvoir appliquer l'IPP proprement, c'est pas une mauvaise idée de d'abord regarder l'intégrale sur moins 1a. Juste ici, on va démontrer le résultat pour d égale 1. Et à ce moment-là, on se pose la question, comment on fait pour faire attendre a vers plus l'infini et obtenir donc notre formule d'IPP sur R. Et là, on va avoir besoin du fait que f tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, quand x tend vers moins l'infini. Donc ça se démontre avec, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la propriété de Cauchy, et ça va permettre d'assurer que le terme entre crochets va tendre vers 0. Et donc ça va nous assurer... donc on peut utiliser l'IPP sur R, et ça va permettre d'aboutir à cette formule-ci. Donc si on réfléchit un petit peu, en fait, ce que nous disent ces deux formules, c'est que en fait, la transformée de Fourier échange la régularité de la fonction avec une décroissance à l'infini. Ce que je veux dire par là, c'est que, imaginons que f soit régulière, et même très régulière, alors f chapeau va décroître rapidement vers l'infini. Alors imaginons que f soit C1, et qu'on ait f' est là, et bien donc on a cette formule-là, et du coup, ça nous dit que on a ça égale ça, donc bon, je vais prendre un zeta qui est donc strictement positif grand, et donc on a f chapeau de f' de zeta sur 2i pi zeta qui est égal à f chapeau. Mais f' de zeta chapeau, en fait, ça va tendre vers 0 quand zeta tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est le lemme de Riemann-Lebesgue qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça tend vers 0 quand zeta tend vers plus l'infini. Mais en plus, là, f chapeau, donc c'est divisé par 2 pi de zeta. Donc finalement, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que f chapeau de zeta, ça va être un petit taux de 1 sur zeta quand zeta tend vers plus l'infini, et pareil quand zeta tend vers moins l'infini. Donc vous voyez que le fait que f soit C1, ça nous assure une décroissance assez rapide de f chapeau. Et par ailleurs, bon, on peut étirer le processus, et donc plus f va être régulière, plus on va montrer que f chapeau va être un petit taux de 1 sur zeta k, suivant le caractère ck de f, et du coup aboutir à une croissance de plus en plus rapide vers 0 de f chapeau. Voilà, on a aussi la même propriété, c'est-à-dire que si f décroît vite vers 0, alors f chapeau va être régulier. Alors pourquoi ça c'est vrai? Imaginons que f décroîtra rapidement vers 0 en plus l'infini, xf de x va être L1. Bon, on va supposer aussi que c'est aussi le cas en moins l'infini, donc on a dans cette hypothèse, et alors là, ça nous impose que f chapeau va être C1, donc quand même assez régulière, et plus on va imposer que cette fonction f tend vers 0 rapidement, plus en fait f chapeau va être régulière. C'est-à-dire que si à la place de x, on avait x puissance k f de x appartient à L1, et bien à ce moment-là, on pourrait montrer que f chapeau serait de classe CK, et donc
que f chapeau serait quand même assez régulière. Donc vous voyez qu'il y a un lien entre les deux, entre le fait que f décroît rapidement vers 0 et que f chapeau est régulière. Alors, quelques petits exemples. Donc, alors, on a transformé la gaussienne. Alors, attention, donc ça, cette formule-là, c'est quand on prend la convention avec 2π. Hein, il y aura une petite constante de multiplication si vous faites juste e de moins i zeta. Alors, du coup, oui, donc la transformation de la gaussienne, c'est la gaussienne, donc ça, c'est assez pratique. Alors là, je ne vais pas le redémontrer parce que je l'ai déjà fait 2 fois dans le cours. Donc, sur la vidéo de la même série d'intégration, donc la vidéo sur les intégrales à paramètres, je le fais en utilisant une équation différentielle. Donc, je montre que f chapeau satisfait une équation différentielle et du coup, forcément, f chapeau est égal à ça. Et dans le cours d'analyse complexe, en fait, je montre ce résultat en utilisant des résultats d'analyse d'intégration en analyse complexe. Donc voilà, allez voir une des vidéos si vous voulez une démonstration de ceci. Ça peut d'ailleurs être tout à fait... alors c'est un peu court pour un dev, mais ça peut constituer la moitié d'un dev pour cette leçon-là. Alors un résultat classique, c'est que f chapeau, donc quand f est une fonction indicatrice de moins 1,5, ça va être la fonction sinus cardinal. Donc ça, il faut juste appliquer la définition, donc ces définitions, et donc en fait, plus qu'on a une fonction indicatrice, ça va être juste l'intégrale entre moins 1 et 1 de cette fonction-là, et en faisant un calcul direct, on aboutit à cette formule de sinus cardinal. Également, donc, si la fonction f de x est égale à exponentielle de moins valeur absolue x ou moins a x, donc cette formule-là, donc ça, cette fonction, elle est bien L1. Et donc pareil, avec la définition, on peut trouver f chapeau. Et là, c'est quand même assez intéressant parce que, en utilisant la formule d'inversion qu'on va avoir dans une minute, on peut trouver la transformation de Fourier de cette fonction-là. Donc, à une constante près, ça va donner cette fonction-là. Bon, alors justement, on va donner le résultat principal de la vidéo, à savoir la formule d'inversion. Alors, pour que la formule d'inversion marche, il faut que f appartienne à 1. Bon, ça, c'est une condition sine qua non pour que la transformée de Fourier soit bien définie, mais il faut aussi que f chapeau soit L1. Et ce n'est pas évident que l'on ait ça. Si par exemple, je prends la fonction indicatrice sur moins 1,5, donc une fonction vraiment basique, eh bien vous voyez que là on a une fonction donc sinus x sur x, et cette fonction-là, elle n'est pas L1. Donc par exemple, ici vous voyez que vous ne pouvez pas appliquer le théorème d'inversion, en tout cas cette version-là, la version L1, pour cette fonction-là. Vous pourriez potentiellement l'appliquer donc pour la transformée de Fourier L2, puisque cette fonction va être L2 et que cette fonction va être L2, mais ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc, il faut avoir bien conscience que là, l'hypothèse importante, c'est f chapeau appartient à L1, que ce ne sera pas toujours vérifié, puisque f chapeau va tendre vers 0, mais est-ce que f chapeau va tendre suffisamment vite vers 0 pour être L1? Bon, ça dépendra des fonctions. Mais en tout cas, si ça c'est vérifié, on va pouvoir montrer que f de x, c'est égal à ceci, pour presque tout x, ou donc, vous voyez que cette formule-là, c'est presque la formule d'inversion, la formule de la transformée de Fourier, sauf que ici, il manque le moins. Donc cet opérateur-là, on va l'appeler grand F moins 1, et donc du coup, on a que f grand F moins 1, grand F de f est égal à f presque partout. Alors ça, c'est intéressant pour beaucoup de raisons, mais déjà, ça permet de montrer immédiatement que la transformée de Fourier est injective sur L1. Alors pourquoi elle est injective? Déjà, c'est évident que c'est une application linéaire, et donc si elle n'était pas injective, ça voudrait dire que son noyau en tant qu'application linéaire sera nul. C'est-à-dire on pourrait trouver f tel que f chapeau soit égal à 0. Alors imaginons qu'on a f L1 tel que f chapeau est égal à 0.
Bon, 0 va être une fonction L1, c'est évident, et donc on peut appliquer le théorème d'inversion de Fourier, et si j'applique f-1, cet opérateur à la fonction nulle, c'est-à-dire que f chapeau va être égal à 0 presque partout, je vois immédiatement que cette intégrale va donner 0, et donc ça me dit que f va être nul presque partout. Donc la seule fonction qui va être telle que f chapeau va être égale à 0 presque partout, la seule fonction est là, pour être précis, ça va être la fonction 0, enfin, la fonction nulle presque partout. Donc ça montre bien que la transformée de Fourier est injective. Et on va terminer donc cette partie-là avec un exercice un petit peu plus délicat, ça va être la formule sommatoire de Poisson. Alors, cette formule, vous avez plusieurs variations, à savoir que vous avez plusieurs hypothèses sur f. Alors là, j'ai pris f à décroissance rapide. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que f à décroissance rapide? Ça veut dire que si je prends un entier k quelconque, xk multiplié par f va tendre vers 0 quand x tend vers plus l'infini ou x tend vers moins l'infini. Donc ça, il faut avoir donc une décroissance rapide de f, mais aussi que f va être sin infini et qu'on va avoir la même propriété pour toutes les dérivées de f. C'est-à-dire que si je prends xk en valeur absolue et que je multiplie par la dérivée f Lienne de f, donc fl en parenthèses, ça va tendre vers 0 en plus l'infini et moins l'infini. Alors, en utilisant d'ailleurs un raisonnement similaire à ce qu'on avait fait ici, on peut montrer que si f est à décroissance rapide, appartient à S de R, alors f chapeau va être bien défini et aussi à décroissance rapide. Voilà, alors, donc pas de problème pour définir f chapeau, et du coup, on veut montrer cette formule-là. Alors, pour démontrer cette formule-là, donc il y a une première étape, ça va être de définir cette fonction-là. Alors, cette fonction-là, bon, alors déjà, pourquoi est-ce qu'elle est bien définie? Pourquoi, quand je prends un x quelconque, ça a du sens? Tout simplement parce que f est à décroissance rapide. Et du coup, je vais prendre, bon voilà, x va un compact, donc mettons que x va vivre dans moins m. À ce moment-là, je vais pouvoir majorer donc ce f de x plus n par une constante c sur n puissance n carré. Et donc ça va montrer la convergence normale sur le compact pour x vit sur moins m. Et comme grand M est quelconque, en fait, ça va montrer que cette fonction converge normalement sur ton compact, donc cette fonction est continue. Voilà. Maintenant, si je peux faire le même raisonnement donc, sur la somme des dérivées, et donc je vais montrer que la somme des f' de x plus n va converger également normalement sur tout compact, et donc ça me montre bien que ma fonction grand f de x va être bien définie. Par ailleurs, grand f de x, on voit immédiatement qu'elle va être continue. Vous voyez, si je remplace x par x plus 1, bon, comme on fait la somme sur z, ça va donner le même résultat. Donc ça nous permet de définir une fonction qui va être C1, donc f de x va être C1, et qu'elle va être aussi impériodique. Et par conséquent, en fait, je vais pouvoir calculer ces coefficients de Fourier par cette formule-ci. Donc, encore une fois, là, donc, bon, f de x, c'est égal à ça. Et je vais pouvoir intervertir sigma et somme. Alors, pourquoi je peux intervenir sigma et somme? Eh bien parce que f va être à décroissance rapide, et donc je vais pouvoir appliquer le théorème de Fubini, à savoir que je vais prendre la valeur absolue de tout ça. Bon, ici déjà, le module de ça va me donner 1. Je vais avoir le module de f de x plus n, et donc tout ça, ça va bien converger. Et ça va bien converger, et donc du coup je peux inverser le sigma et le somme en utilisant le théorème de Fubini pour la mesure de comptage. Il y a
si vous n'êtes pas à l'aise avec cette façon de faire, il y a aussi un théorème d'analyse qui dit que vous pouvez inverser sigma et l'intégrale quand la somme des valeurs absolues va être convergente, c'est-à-dire exactement les hypothèses du théorème de Fubini. Donc en fait, on va pouvoir inverser, et du coup, en utilisant en fait la périodicité de cette fonction-là, en faisant un petit change de variable u est égal à x plus n, on va se retrouver avec f chapeau de k. Et du coup, on voit que les coefficients de Fourier de grand F de x, c'est f chapeau de k. Donc en particulier, grand F de x, ça va être égal à ça. Donc ça, c'est le théorème des Dirichlet. On peut l'appliquer parce que grand F de x est une fonction C1. Et si on prend x égale 0, eh bien on voit que ici, dans notre exponentielle, tout ça, ça va donner 1. Il va nous rester à droite la somme des ck, et à gauche c'est f de 0. Et f de 0, eh bien, ça va donner somme des fn. Et donc, ça nous donne bien la formule que l'on souhaitait. Voilà, alors vous pouvez appliquer cette formule-là avec cette fonction en utilisant la formule de la transformée de Fourier d'une gaussienne qu'on a vue tout à l'heure, et vous allez aboutir à cette formule qui est assez surprenante. Alors là, pour conclure, je vais donner quelques propriétés des fonctions caractéristiques. Je n'ai pas trop insisté parce que dans le cours de proba, j'ai déjà donné pas mal d'éléments sur les fonctions caractéristiques. Néanmoins, c'est bien de comprendre que ici, les fonctions caractéristiques en proba, c'est une application assez importante des transformées de Fourier. Donc, si on a une variable aléatoire à valeur dans Rd, donc la fonction caractéristique, ça va être défini par cette espérance qui est égale à ceci, où d mu de x, ça va être la loi associée à x. Donc en particulier, si x était une valeur à densité, eh bien ça donnerait cette formule. Alors déjà, il faut bien comprendre que ça va être toujours défini parce que là, si je fais l'intégrale, la mesure de l'univers sur x, de la loi de probabilité x, je vais obtenir 1. Et donc, si je prends le module de cette fonction-là, je peux le majorer par 1. Donc, cette fonction, elle est bien intégrable pour la mesure mu de x. Donc, phi de x va être toujours être défini. Bon, dans le cas où, comme j'ai dit, x a une densité de probabilité, on peut donner une formule explicite en fonction de la transformée de Fourier de la densité de probabilité. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'on a d'une part une formule pour les vecteurs aléatoires. Donc là, ce sera donc le cas où on a un produit scalaire. Donc ici, vous voyez qu'on est dans D égale 2. Et donc ici, T va être... on va avoir un produit scalaire entre la variable T dans R2 et X dans R2. Et on peut définir donc la fonction caractéristique du couple XY, c'est-à-dire que X, ça va être une variable aléatoire dans R, Y, ça va être une variable aléatoire dans R, et XY, ça va être un vecteur aléatoire dans R2, et en utilisant donc cette formule-là, on peut définir la fonction caractéristique du couple XY, et la fonction caractéristique du couple XY, ça va être phi de XS multiplié par phi de YT, où donc S et T, alors ici il faut bien voir que T est dans R2, donc il faut remplacer donc, T par le couple ST ici. Voilà. Et un cas qui, pour l'agrég, si vous n'êtes pas en spécialité proba, est encore plus intéressant, c'est le fait que quand vous avez deux variables indépendantes, alors il faut absolument qu'elles soient indépendantes, le phi de x plus y va être égal à phi de x fois phi de y. Alors attention, ici, vous voyez qu'on a t, 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 alors qu'ici on a s et t, donc c'est pas... Il ne faut pas confondre
les deux formules. Alors, pour finir, une petite application de ceci. Si x1 et x2 sont des variables gaussiennes, c'est-à-dire que donc sigma 1, ça va être l'écart type de x1, sigma 2, l'écart type de x2, et que x1 va être gaussienne de moyenne m1 et x2 de moyenne m2, alors on peut montrer, il suffit juste en fait de prendre cette formule-là, puisque la variable gaussienne va être la densité. On sait que, et donc la densité, ça va être une fonction gaussienne. On connaît la transformation de Fourier d'une gaussienne, donc facilement on obtient ça. Et donc ça nous permet de déterminer, d'une part la fonction caractéristique d'une gaussienne, mais en utilisant ceci, en édition 2 gaussienne, donc de moyennes différentes et d'écarts types différents, on voit que la fonction caractéristique de cette fonction-là, eh bien, ça va être la phi de x1 multiplié par phi de x2. Donc ça, on peut le calculer explicitement. Et donc, en identifiant en fait la fonction caractéristique, parce que la fonction caractéristique caractérise la loi, c'est-à-dire que si on trouve, on a une loi et qu'on trouve une fonction caractéristique connue, eh bien forcément, ça veut dire que la loi qu'on avait au départ a la même loi que la loi connue. Donc, on obtient ça. Ça nous montre que forcément, x1 plus x2 doit être de loi gaussienne, m1 plus 2, puisque vous voyez qu'on a m1 plus m2, donc là c'est le mi, et que par contre, la variance, ça va être sigma carré plus sigma 2 carré, c'est-à-dire qu'on va additionner les deux variances. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors, je vais bientôt faire une vidéo sur un développement qui va être assez élémentaire, qui va reprendre le début de cette présentation, donc le côté Riemann-Lebesgue et donc cette formule de convolution. Et par ailleurs aussi, je vais continuer le cours sur LP en donnant ce coup-ci les résultats de la transformation de Fourier dans L2. Merci, à bientôt.